Bonjour, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Sans doute, ces images-là resteront. C'était sur une plage de Bodrum, en Turquie, ce petit enfant kurde mort noyé en tentant de rejoindre l'Europe. Image symbole du drame vécu par des millions de migrants. Des familles entières sont prêtes à affronter tous les dangers pour échapper à la guerre, en Syrie, au Yémen, en Irak. Et si ce n'est pas la guerre, ils fuient l'insécurité ou la misère dans l'est de l'Afrique ou la région du Sahel. Mois après mois, jour après jour, un drame se joue aux portes de l'Europe. Il laisse les dirigeants désemparés, les opinions publiques partagées entre la peur et la compassion. Dans un contexte de menaces terroristes, le besoin de sécurité se confronte à nos valeurs humanistes. Et dans une Europe économiquement affaiblie, prospèrent les populismes et la xénophobie, bombes à retardement de nos démocraties. Il faudra pourtant trouver des solutions, car le flux de tous ces migrants en quête d'un avenir meilleur n'est pas prêt de s'arrêter. Rubrique signée David Nicole, Anne Rizardi. Près de 340 000 migrants sont arrivés en Europe au cours des 10 derniers mois. L'immense majorité, environ 320 000, sont arrivés par la mer Méditerranée, selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Ce sont la Grèce et l'Italie qui affrontent pour l'essentiel cette vague migratoire sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis début 2016, près de 170 000 migrants sont arrivés en Grèce, partis de Turquie. 48% sont des réfugiés syriens, 25% viennent d'Afghanistan, 15% d'Irak, 4% du Pakistan et 3% d'Iran. La plupart sont arrivés dans les premiers mois de l'année, car l'accord migratoire entre l'Union européenne et la Turquie, conclu au mois de mars, a fait chuter le nombre d'arrivées sur les îles de la mer Égée. Les hommes, les femmes et les enfants qui arrivent en Italie viennent principalement de Libye. Mais des bateaux partent aussi de Tunisie et d'Égypte. Plus de 145 000 personnes ont emprunté ces voies en 2016. 20% arrivent du Nigeria, 12% d'Érythrée, Gambiens, Guinéens, Soudanais et Ivoiriens représentent chacun 7% du flux. Il y a ceux qui arrivent et ceux qui périssent noyés. Plus de 3600 personnes depuis le début de l'année. À ce rythme, l'année sera encore plus meurtrière que 2015. On avait alors compté 3771 personnes disparues en mer. Bonjour Florence Kim. C'est un plaisir de recevoir une dame sur ce plateau. Une explication tout d'abord par rapport à ce chiffre terrible qu'on vient d'entendre. 3600 morts noyés en traversant la Méditerranée, alors que les flux, d'une année sur l'autre, sont restés constants. Pourquoi l'augmentation du nombre des victimes ? Écoutez, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier cette hausse des morts en Méditerranée. Tout d'abord, un départ de plus en plus tôt dans la saison des bateaux de migrants par les passeurs et les trafiquants. Et puis également l'utilisation beaucoup plus importante cette année d'embarcations, de bateaux de pêche en bois qui peuvent contenir jusqu'à 700 ou 800 personnes. Vous êtes la porte-parole de l'Organisation internationale des migrations. On connaît bien le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. On connaît moins bien l'OIM. Quel est votre mandat au sein des Nations Unies ? Écoutez, notre mandat est assez simple, c'est celui de participer à la gestion de la migration qui concerne 1 personne sur 7 dans le monde, 1 milliard de personnes, et d'assurer le respect de la dignité et des droits humains de chaque migrant. Alors on va faire un exercice sémantique parce que c'est important, je crois, parce que souvent la sémantique est manipulée. Migrants, clandestins, demandeurs d'asile, réfugiés, quelle différence faites-vous ? Écoutez, c'est assez simple. Finalement, un réfugié, c'est aussi un migrant. Un migrant, c'est une personne qui a dû se déplacer, qui a dû partir de son lieu de résidence habituel et s'établir à l'étranger. Un réfugié est parti pour des motifs qui sont exposés dans la Convention de Genève de 1951. Et c'est une personne qui craint d'être persécutée dans son propre pays et qui ne pourra pas se réclamer et se prévaloir de la protection de son propre pays. Mais un migrant qui est parti pour d'autres motifs, lui aussi est vulnérable et a besoin d'une protection. Mais malheureusement, il n'existe aucune définition internationale. Alors, il y a eu cet accord au printemps entre l'Union européenne et la Turquie, avec pour effet de réduire considérablement le flux dans la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. Est-ce que les migrants qui passaient par là passent ailleurs en Méditerranée aujourd'hui ? Écoutez, tout d'abord, il faut rappeler des chiffres. L'année dernière, il y a eu plus de 850 000 migrants qui sont arrivés par la Turquie en Grèce. Et cette année, on en est à un peu plus de 160 000 personnes pour la même période. Donc effectivement, cet accord entre l'Europe et la Turquie a été efficace au niveau des chiffres. Mais il n'a pas évité le nombre de morts.
Mais est-ce que ces migrants irakiens, syriens, passent ailleurs en Méditerranée aujourd'hui? On n'a pas observé justement de déviation de ce flux migratoire. Par exemple, si on prend le cas des Syriens qui constituaient plus de la moitié des nationalités de ceux qui arrivaient en Grèce l'année dernière, ils sont un peu plus de 800 cette année à être arrivés en Italie. Il n'y a donc pas de déviation du flux. Oui, donc c'est insignifiant. Combien payent-ils pour traverser la mer? Les migrants, en fonction de leur nationalité, paieront entre 700 $ et 2000 $. C'est une question un peu bête finalement, mais comment faites-vous pour comptabiliser tous ces gens? Côté l'OIM et d'autres organisations internationales, nous avons notre personnel sur place qui est là au moment des débarquements de tous les bateaux et qui comptabilise en même temps que d'autres organisations le nombre d'arrivées. Ce sont des chiffres exacts. Donc vous êtes à l'arrivée des bateaux? Tout à fait. Comment va évoluer ce flux dans les années à venir, ou disons déjà en 2017? Vous avez des projections? Écoutez, c'est assez difficile de pouvoir compter de potentiels migrants. On ne peut pas le quantifier, c'est évident. Ce que l'on sait, c'est que toutes les situations politiques ou économiques qui se détériorent dans un pays ont nécessairement un impact sur les flux migratoires en Europe. Et pas forcément immédiatement, c'est-à-dire une guerre peut se déclarer aujourd'hui, mais les flux de migrants vont arriver beaucoup plus tard. On l'a vu de toute façon avec ce qui s'est passé en Syrie. Le flux migratoire était extrêmement important l'année dernière, quelques années après le déclenchement de la guerre dans le pays. Alors on va faire un point, si vous le voulez bien, madame, sur cette crise des migrants qui secoue l'Europe et qui risque encore de la secouer pendant un certain nombre de temps. Et puis on se retrouve juste après. L'Allemagne est un pays fort. Le motif pour lequel nous nous engageons est essentiel. Nous avons déjà réussi beaucoup de choses. Nous allons réussir. Wir schaffen das. Cela, nous allons le réussir. Angela Merkel, faisant passer sa bonne conscience avant le reste, décidait alors d'ouvrir les frontières. Ce sont ainsi plus d'1 million de migrants qui ont été accueillis en Allemagne en 2015. Mais une majorité d'Allemands n'était pas prêts à un tel choc. La sanction de l'électorat ne s'est pas fait attendre. Un coup dur pour Angela Merkel. Le parti de la chancelière allemande encaisse un vote sanction régional. Le parti populiste AfD réalise une percée exceptionnelle dans un pays marqué par la crise des réfugiés. Sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne a adopté un plan de répartition entre les États pour soulager la Grèce et l'Italie en première ligne de la crise. 1 300 000 personnes sont arrivées par la mer depuis janvier 2015. Selon le plan européen, 160 000 doivent être relocalisés pour la fin de l'année prochaine. À ce jour, 6 000 à peine ont été accueillis, pour l'essentiel en France, en Finlande, au Portugal et aux Pays-Bas. À ce jour, 130 ont rejoint la Suisse, sur un quota de 1500. Politiquement, l'état des lieux est consternant. Plusieurs pays d'Europe centrale s'opposent frontalement à ce plan de répartition. À Budapest, à Prague, Varsovie ou encore Bratislava, les élections ont conduit au pouvoir des partis ouvertement xénophobes. Des murs de fer et de barbelés se sont élevés au cœur même du vieux continent et sur les frontières de la Méditerranée, autour des enclaves de Ceuta et Melilla entre le Maroc et l'Espagne, à Calais, aux frontières de la Hongrie avec la Croatie, avec la Serbie, entre la Bulgarie et la Turquie, entre la Grèce et la Turquie. Plusieurs États membres ont rétabli les contrôles aux frontières avec l'argument de réduire la menace d'infiltration terroriste. Ces barricades marquent de facto la fin de l'espace Schengen sur la libre circulation des personnes. Pire, ces rideaux de fer nous rappellent le temps de la guerre froide. Avec ces barbelés qui se dressent en Europe et aux frontières de l'Europe, c'est pas facile de remplir votre mandat. C'est pas toujours facile, mais effectivement, nous, ce qui compte, c'est de rétablir la vérité par les chiffres également et de pouvoir convaincre les populations et les États européens qu'il n'existe pas d'invasion en Europe. Mais comment convaincre des États qui restent totalement souverains dans la gestion de leurs frontières ? Bien évidemment, de fixer, de déterminer ces frontières, ça reste un pouvoir souverain de l'État. En revanche, lorsqu'on parle de chiffres, lorsqu'on arrive à justifier que non, 160 000 personnes relocalisées, des réfugiés syriens sur 28 États, qui représentent un peu plus d'1 demi-milliard de personnes, il ne s'agit pas d'une invasion. Et qu'on doit prendre l'exemple de la Turquie, par exemple, qui accueille plus de 3 millions de personnes, ou le Liban, un peu plus d'1,5 million de réfugiés sur son propre territoire. Il n'y a pas d'invasion.
Mais que faire, par exemple, si la Hongrie refuse, et c'est le cas, d'accueillir 1600 réfugiés? Encore une fois, je le répète, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de rétablir la vérité par les faits et de pouvoir convaincre l'opinion publique qu'il n'y a pas d'invasion. On pourrait rappeler ici, et parfois l'histoire est myope, que plus de 200 000 Hongrois ont été accueillis en Europe de l'Ouest en 1956. On peut également rajouter que la Convention de 1951 de Genève sur le statut des réfugiés a été prise initialement pour protéger les réfugiés européens. Il y a eu, le mois dernier, c'était en septembre à New York, le premier sommet mondial des Nations Unies pour les migrations. Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats? Écoutez, on va éviter la langue de bois, c'est un petit peu difficile, mais c'est vrai que peut-être que le sommet n'est pas à la hauteur de nos espérances, mais en attendant, il révèle une seule chose, c'est qu'il y a une prise de conscience que la migration est un problème global qui doit être pris en charge par l'ensemble des États et que la Méditerranée n'est pas simplement européenne et n'est pas qu'un problème européen. Qu'est-ce que vous auriez souhaité de plus? Un engagement réel peut-être des États ou continuer dans cette lancée? Parce qu'il n'y a pas eu de mesures contraignantes qui obligent les États à accueillir les gens. Peut-être pas de mesures contraignantes, mais en revanche, il est vrai que des États qui s'accordent déjà sur des droits tels que le droit à l'éducation des enfants migrants qui sont à peine arrivés dans les nouveaux pays de résidence, ça c'est déjà une décision fondamentale. Puis quelle solution proposez-vous pour l'avenir? Quelle solution pour qu'on échappe à l'esclavagisme, à la traite, au business de la traite et pour que les gens ne meurent pas en traversant la mer? La crise migratoire, on l'a vu, c'est une crise pluridimensionnelle. Il y a beaucoup de choses à régler en même temps. Et pour qu'on trouve une solution efficace, on doit s'attaquer à tous ces aspects-là. Donc, nous vous encourageons l'ouverture de voies légales de migration. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire que nous devons favoriser la délivrance de visas humanitaires. Ce sont des visas de courte durée ou de validité géographique assez limitée qui permettent à une personne de se déplacer légalement dans un pays et ainsi d'éviter la mort. On pourrait également parler du regroupement familial, de le favoriser. Ça évitera que des centaines d'enfants qui sont coincés à Calais en attendant qu'un camion passe pour rejoindre le Royaume-Uni évitent cela en pouvant rejoindre leurs parents sans risquer de mourir. Quand vous parlez de visas pour les migrants, ce seraient des visas internationaux ou ce seraient des visas proposés, donnés par les États? Écoutez, ce sont des visas qui existent déjà dans ce code des visas communautaires. C'est une possibilité pour chaque État européen de délivrer des visas de courte durée pour son pays uniquement et qui permettent finalement de délivrer un visa pour des motifs humanitaires qui pourraient permettre par la suite de demander l'asile dans ce pays. Merci Florence Kim, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. En prolongement de ce Géopolitis, une visite s'impose sur le site de l'Organisation internationale pour les migrations. Beaucoup d'informations, une carte interactive qui donne le suivi des migrants dans l'espace méditerranéen. Au rayon livre, Migrants, l'impasse européenne, Thomas Lacroix analyse la crise et les blocages politiques en Europe. Ça vient de sortir chez l'éditeur Armand Collin. Au cinéma, et c'est encore dans les salles, le film Fuoco a Mare, Ours d'or au dernier festival de Berlin. Avec le réalisateur Gianfranco Rossi, nous sommes transportés parmi les habitants de Lampedusa, dépassés, impuissants, face à la tragédie. Enfin, sur le site de Géopolitis, Les Indésirables, c'est un reportage du magazine Temps Présent en 1979 pour se remémorer le calvaire des boat people de Vietnam, abandonnés au milieu de la mer. La semaine prochaine, Géopolitis met le cap sur les États-Unis. François Hesbourg sera notre invité. Avec lui, nous allons nous projeter dans l'après-Barack Obama. Bonne semaine à vous tous sur la RTS et TV5 Monde.